Regardez-moi bien, Geneviève. Regardez ce visage que vous tentez d'effacer, car je vous promets que le souvenir de cette journée vous hantera jusqu'à votre dernier souffle. » C'est par ces mots, prononcés d'une voix glaciale malgré le tremblement de ses mains, qu'Éléonore de Valmont franchit pour la dernière fois le seuil du château qui portait son nom. Le bruit sec du verrou qui tourne derrière elle résonne dans l'air brumeux de cet automne 1885 comme un couperet de guillotine. La lourde grille en fer forgé, ornée des armoiries de la famille, se referme avec un fracas métallique, scellant le destin d'une femme qui, il y a quelques mois encore, était la maîtresse de ces lieux. Imaginez cette scène, une jeune femme seule, vêtue d'un noir de jais si profond qu'il semble absorber la faible lumière d'un soleil mourant, debout sur un chemin de terre battue. Derrière elle, le colosse de pierre grise qu'est le château de Valmont semble lui tourner le dos, ses fenêtres sombres ressemblant à des yeux clos. Devant elle, l'inconnu, la solitude et le mépris d'une société qui ne pardonne pas aux femmes de perdre leur protection masculine. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui est l'histoire d'une trahison si profonde qu'elle aurait pu briser n'importe quelle âme, mais c'est aussi le récit d'une renaissance incroyable au cœur des terres les plus sauvages de France. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce qu'Éléonore va déterrer dans le silence des Landes changera non seulement sa vie, mais fera trembler les fondations même de l'aristocratie bordelaise. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à la noter de 0 à 10 dans les commentaires et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines chroniques. Votre soutien est le moteur qui nous permet de redonner vie à ces destins oubliés. Nous sommes en plein cœur du sud-ouest de la France. L'automne est là, apportant avec lui une humidité persistante qui s'insinue sous les vêtements et dans les cœurs. Éléonore n'a pour tout bagage qu'une petite malle de cuir, ses doigts crispés sur la poignée comme si sa vie en dépendait. Mais son véritable trésor est invisible. Cachée dans la doublure de son manteau de laine, elle sent le poids froid d'une lourde clé de bronze. Une clé que son mari, Julien, lui avait confiée dans un murmure avant son dernier voyage en mer, celui dont il n'est jamais revenu. Julien de Valmont était un homme de silence, un passionné des grands espaces qui semblait toujours porter un secret derrière son regard clair. Sa disparition, il y a 6 mois, a laissé Éléonore dans un gouffre de chagrin, mais aussi à la merci de sa belle-mère, la redoutable Madame Geneviève. Geneviève est une femme dont le cœur est aussi rigide que les corsets de soie qu'elle porte chaque jour. Pour elle, Éléonore n'a jamais été qu'une intruse, une menace pour la pureté de la lignée et surtout pour la fortune familiale. Le motif officiel de l'expulsion est une calomnie savamment orchestrée, une prétendue inconduite, des rumeurs de liaisons secrètes nées dans les couloirs sombres du château. Mais la réalité est bien plus sordide. Geneviève a besoin de chaque centime de l'héritage de Julien pour éponger les dettes de jeu colossales de son fils cadet, un dandy oisif qui brûle la vie par les 2 bouts dans les cercles privés de Bordeaux. Pour maintenir le prestige déclinant de leur nom, Geneviève a décidé de sacrifier Éléonore. Alors qu'elle s'éloigne du château, Éléonore traverse le village. Elle voit les rideaux se tirer sur son passage. Le curé de la paroisse, celui-là même qui l'avait mariée, détourne les yeux lorsqu'elle croise son regard. Le notaire, un homme gras aux doigts tachés d'encre qui l'accueillait autrefois avec des courbettes, traverse la rue pour ne pas avoir à la saluer. Dans cette France de la fin du XIXe siècle, une veuve sans fortune et entachée par le scandale est une anomalie qu'il faut effacer. Elle est devenue une paria, une ombre que l'on évite à la sortie de la messe. Poussée par un instinct de survie qu'elle ne soupçonnait pas, Éléonore ne se dirige pas vers la ville. Elle sait que là-bas, la charité n'est qu'une autre forme d'humiliation. Elle se tourne vers le sud, là où s'étendent les Landes de Gascogne. À cette époque, c'est une terre de mystère, une vaste étendue sauvage de pins maritimes et de marécages, où le vent semble porter les cris des anciens bergers montés sur leurs échasses. C'est un labyrinthe végétal, où l'on peut facilement disparaître ou se retrouver. La marche est longue, ses bottines de cuir fin ne sont pas faites pour la boue des sentiers. Ses pieds la font souffrir, mais la douleur physique est une diversion bienvenue pour son esprit tourmenté. Elle se souvient des paroles de Julien. « Si un jour le monde s'écroule, Éléonore, souviens-toi du chardon. Il pique, il survit là où rien d'autre ne pousse, et il cache une fleur d'une beauté sauvage sous ses épines. » Elle touche la petite broche en forme de chardon piqué sur son revers, un cadeau de son mari qu'elle n'a jamais quitté. C'est au bout d'un sentier dévoré par la fougère et la ronce,
là où même les chasseurs n'osent plus s'aventurer, qu'elle l'aperçoit. Le chalet. Julien l'appelait son refuge de chasse, mais il ne l'y avait jamais emmené. C'est une bâtisse oubliée, à moitié dévorée par le lierre qui grimpe le long de ses murs de bois sombre. L'endroit dégage une atmosphère sinistre, imprégnée d'une humidité qui transperce les eaux. On dirait que la forêt tente de reprendre ses droits sur la construction humaine. D'une main tremblante, Éléonore sort la clé de bronze de sa doublure. Elle s'insère parfaitement dans la serrure rouillée. Avec un gémissement de métal protestataire, la porte finit par céder. L'air à l'intérieur est lourd, chargé d'une odeur de poussière ancienne, de résine de pin et de quelque chose d'autre, une présence impalpable. Elle pose sa malle et s'assoit sur une chaise bancale. Le silence est assourdissant. Elle est seule, vraiment seule. Elle, la baronne de Valmont, est réduite à vivre dans une cabane de résignés au milieu de nulle part. Mais alors qu'elle commence à gratter la couche de poussière sur la table, elle remarque que le chalet n'est pas qu'un simple abri de fortune. Sous le désordre apparent, il y a une organisation méticuleuse. Elle passe ses premières nuits dans un état de semi-conscience, luttant contre le froid de l'humidité et la peur des bruits de la forêt la nuit. Mais au 3e jour, la curiosité reprend le dessus sur le désespoir. Elle commence à explorer chaque recoin de la pièce unique. En déplaçant un vieux tapis de laine mitée, elle remarque que l'un des planchers de chêne sonne creux. En utilisant un vieux couteau trouvé dans un tiroir, elle parvient à soulever la lame de bois. Ce qu'elle découvre là-dessous lui coupe le souffle. Ce n'est pas de l'or ni des bijoux. C'est un coffret de métal contenant un portrait et des liasses de papier. Le portrait représente une femme aux traits doux, tenant un petit garçon par la main. Ce n'est pas elle. Ce n'est aucun membre de la famille Valmont qu'elle connaisse. Les lettres, datées d'il y a 10 ans, sont adressées à Julien. Le doute s'insinue en elle comme un poison. Son mari menait-il une double vie? Était-il l'homme qu'elle croyait aimer? Mais c'est en examinant les autres documents qu'Éléonore comprend la véritable nature du secret de Julien. Sous les lettres personnelles se trouvent des registres comptables secrets. Julien tenait une comptabilité parallèle à celle du domaine familial. En déchiffrant les écritures serrées, Éléonore découvre l'innommable. Sa belle-mère, Geneviève, n'était pas seulement une femme sévère, c'était un prédateur social. Depuis des années, Geneviève orchestrait la ruine des familles de métayers de la région. Elle utilisait la banque familiale de Valmont pour accorder des prêts aux conditions impossibles pendant les mauvaises récoltes, pour ensuite racheter leurs terres à bas prix lors des saisies. Elle avait transformé la puissance de leur nom en une arme de destruction sociale, jetant des dizaines de familles sur les routes pour agrandir son empire foncier. Julien avait tout découvert. Il notait chaque transaction, chaque manipulation, chaque larme versée par les paysans ruinés. Le chalet n'était pas un refuge de chasse, c'était son bureau d'enquêteur. Il s'apprêtait à dénoncer sa propre mère, à rendre justice à ceux que le système méprisait. Et c'est alors qu'une pensée terrifiante traverse l'esprit d'Éléonore. La mort de Julien en mer. Était-ce vraiment un accident? Un homme qui s'apprête à détruire la source de pouvoir de sa propre famille ne devient-il pas une cible? Le choc de ces révélations, combiné à l'épuisement et au manque de nourriture, finit par terrasser Éléonore. Elle s'effondre près de la cheminée éteinte, les documents serrés contre son cœur, alors qu'une fièvre brûlante commence à dévorer ses sens. Elle sombre dans une obscurité peuplée de visions de vagues déchaînées et de visages de paysans en pleurs. Elle n'entend pas les bruits de pas lourds sur le perche de bois. Elle ne voit pas la porte s'ouvrir. C'est le docteur Bastien Morel qui la trouve. Bastien est une légende locale, mais une légende déchue. Ancien médecin de marine, il a vu trop de morts, trop d'épidémies sur les ponts des navires de guerre. Brisé par le souvenir de ceux qu'il n'a pu sauver, il a sombré dans l'alcool et vit désormais en ermite dans une cabane à quelques kilomètres de là, soignant les bêtes et les rares humains qui osent lui demander de l'aide en échange d'un peu d'eau de vie. Lorsqu'il voit ce corps frêle en robe de deuil gisant sur le sol poussiéreux, il croit d'abord à une hallucination. Mais la chaleur de sa peau et la détresse de sa respiration sont bien réelles. Avec des gestes que ses mains tremblantes retrouvent par instinct, il commence à la soigner. Il prépare des décoctions de plantes, alimente le feu et veille sur elle pendant 2 jours et 2 nuits. Pendant son délire, Éléonore parle. Elle murmure des noms de famille et de métayers. Elle appelle Julien, elle maudit Geneviève.
Bastien, intrigué, finit par jeter un œil aux documents éparpillés. Ce qu'il lit le sort de sa propre torpeur. Lui qui pensait que le monde n'était que chaos et injustice, il découvre sous ses yeux la preuve d'un mal organisé, calculé. Au matin du 3e jour, Éléonore ouvre enfin les yeux. Elle voit cet homme aux cheveux hirsutes, aux vêtements élimés, mais dont le regard possède une acuité surprenante. « Qui êtes-vous » murmure-t-elle, sa gorge sèche comme du parchemin. « Quelqu'un qui a oublié comment on soigne les gens, mais qui essaie de s'en souvenir pour vous, » répond Bastien d'une voix rauque. Il l'aide à s'asseoir et lui tend une tasse de bouillon clair. « Vous avez trouvé des choses dangereuses, Madame de Valmont. Des choses qui peuvent vous faire tuer ou qui peuvent changer ce pays. » Éléonore regarde le médecin. Elle voit en lui une blessure similaire à la sienne, celle de l'abandon. « Mon mari n'est pas mort par hasard, n'est-ce pas ?» Bastien soupire, ses yeux fixés sur les flammes de la cheminée. Dans ces landes, les secrets s'enterrent profondément dans le sable. Mais parfois, le vent finit par les déterrer. Vous avez la clé, Éléonore. Reste à savoir si vous aurez le courage de l'utiliser. Éléonore sent une force nouvelle l'envahir. Elle ne sera plus la victime. Elle ne sera plus la veuve éplorée qu'on expulse comme une servante malhonnête. Le chardon qu'elle porte sur son cœur commence à piquer. Elle regarde Bastien et, pour la première fois depuis des mois, un éclair de détermination brille dans ses yeux sombres. « Je ne demande pas la charité, docteur. Je demande justice. Et pour cela, j'aurai besoin d'un allié qui n'a plus rien à perdre. » Bastien Morel esquisse un sourire amer, mais ses mains ne tremblent plus. Il comprend qu'en sauvant cette femme, c'est peut-être lui-même qu'il est en train de secourir. La lutte contre les Valmont ne fait que commencer, et dans l'ombre du chalet oublié, une alliance improbable vient de naître. Mais ils ignorent encore que Madame Geneviève a déjà remarqué la fumée qui s'élève de la cheminée du refuge, et que son courroux sera aussi dévastateur qu'un incendie de forêt en plein été. L'air de la forêt devient plus lourd, comme si la nature elle-même retenait son souffle avant la tempête qui s'annonce. Éléonore de Valmont, la paria des Landes, n'est plus seule. Elle est devenue le centre d'un tourbillon qui s'apprête à balayer les privilèges et les mensonges d'un siècle qui s'achève. Mais comment une femme sans ressources et un médecin alcoolique pourront-ils affronter la puissance d'une famille qui possède la loi, la banque et l'Église? La réponse se trouve peut-être dans ces noms écrits dans les registres de Julien, ces familles de paysans qui attendent dans l'ombre une étincelle pour se soulever. Éléonore serre la clé de bronze dans sa main. Le voyage vers la vérité ne fait que commencer, et le prix à payer sera plus lourd que tout ce qu'elle a pu imaginer. La fumée qui s'élevait du vieux chalet n'était qu'un mince filet gris se perdant dans la brume des pins. Mais pour Madame Geneviève, c'était un affront qu'elle pouvait lire depuis la plus haute fenêtre du château de Valmont. Dans le grand salon aux boiseries sombres, l'atmosphère était étouffante, chargée d'un parfum de lavande rance et de ressentiment. Geneviève tenait entre ses doigts gantés de dentelle une tasse de porcelaine si fine qu'on aurait dit qu'elle allait se briser sous la pression de sa rage contenue. Elle savait qu'Éléonore n'avait pas quitté la région comme une bête vaincue. Elle savait que la veuve s'était réfugiée dans ce que Julien appelait son sanctuaire. Elle s'accroche aux ruines comme le lierre, maître Lefebvre, dit-elle d'une voix qui ne laissait place à aucune pitié. Le notaire, assis en face d'elle, transpirait abondamment malgré la fraîcheur de la pièce. Je veux qu'elle disparaisse, pas seulement du domaine, mais de la mémoire de cette ville. Ce chalet fait partie de la succession de mon fils cadet maintenant. Elle y est une intruse, une criminelle. Lefebvre hocha la tête, ses petits yeux fuyants évitant le regard d'acier de la matriarche. Il savait que les documents qu'il avait falsifiés pour Geneviève pourraient le mener au bagne, si jamais une enquête sérieuse était menée. Mais dans les Landes, en 1885, la loi appartenait à ceux qui possédaient la terre. Pendant ce temps, au chalet, Éléonore luttait contre ses propres démons. La fièvre était tombée, laissant derrière elle une clarté d'esprit presque douloureuse. Elle passait des heures à lire et relire les registres de Julien. Chaque ligne était une balafre sur l'honneur de la famille qu'elle avait intégrée avec tant d'espoir. Elle découvrit le nom de la famille Morel, le nom du docteur. Elle comprit alors que Bastien n'était pas seulement un homme brisé par la boisson, il était l'une des premières victimes de Geneviève. Son propre père avait été un métayer ruiné par les manœuvres de la banque Valmont, un drame qui avait poussé Bastien vers la marine, fuyant une terre qui ne lui offrait que de la misère.
Vous saviez, murmura-t-elle un soir, alors que Bastien nettoyait une plaie qu'elle s'était faite à la main en ramassant du bois. Vous saviez ce qu'il faisait, et vous ne m'avez rien dit quand je suis arrivé au château. Bastien s'arrêta, ses doigts rugueux effleurant la peau d'Éléonore. Qu'est-ce que cela aurait changé, madame? Vous étiez amoureuse. Vous étiez une Valmont. Pour nous, vous étiez l'ennemi. Julien était différent, mais il restait l'un des leurs, jusqu'à ce qu'il commence à poser trop de questions. L'intimité qui grandissait entre ces deux êtres brisés était faite de silence et de regards partagés au-dessus de la lueur faiblissante des bougies. Éléonore voyait en Bastien non plus un ermite effrayant, mais un homme dont la noblesse d'âme dépassait de loin celle de tous les aristocrates qu'elle avait côtoyés à Bordeaux. Mais le danger rôdait. Les rumeurs commençaient à circuler dans le village. On disait que la veuve folle pratiquait la sorcellerie dans les bois avec le médecin déchu. La machine à broyer les réputations, lancée par Geneviève, tournait à plein régime. Si cette plongée dans les secrets des Landes vous captive, n'oubliez pas de vous manifester. Votre engagement est ce qui nous permet de continuer à déterrer ces histoires de courage face à l'oppression. Abonnez-vous maintenant et partagez votre avis. Éléonore doit-elle fuir pour sauver sa vie ou rester pour affronter le monstre? Dites-le nous en commentaire. L'escalade de la violence ne tarda pas. Une nuit, alors que la forêt était plongée dans un silence inquiétant, le craquement d'une branche brisée réveilla Bastien. Il avait gardé ses réflexes de marin, cette vigilance constante de celui qui sait que l'océan, comme l'homme, peut frapper sans prévenir. Il attrapa son vieux fusil de chasse et fit signe à Éléonore de se taire. Par la petite fenêtre, ils virent des ombres se mouvoir entre les pins. Des torches furent allumées, projetant des lueurs orangées et dansantes sur les murs de bois du chalet. « Sortez de là, madame la baronne !» cria une voix que Bastien reconnut comme celle d'un des gardes-chasse de Geneviève, un homme brutal nommé Morel. Aucun lien de parenté, seulement une coïncidence de nom qui ajoutait à l'ironie de la situation. Ce chalet est propriété privée. Elle attrapa la petite malle contenant les registres et les lettres de Julien. « Bastien, s'il brûle ce chalet, il brûle la vérité, dit-elle, sa voix ferme malgré la terreur. Bastien la regarda, et pour la première fois, il vit en elle non pas une femme à protéger, mais une alliée de combat. Il sortit sur le perche, le fusil à l'épaule. « Le premier qui s'approche finit avec du plomb dans les tripes, lança-t-il. Les hommes de main hésitèrent. Ils n'étaient pas payés pour mourir, seulement pour intimider une femme seule. Mais l'ordre de Geneviève était clair, effacer toute trace. Une flèche enflammée fendit l'air et se planta dans le toit de chaume et de bois sec. Un cri d'effroi s'échappa de la gorge d'Éléonore. L'incendie se propagea avec une rapidité terrifiante. Dans la confusion, Bastien tira en l'air pour créer une diversion, attrapa Éléonore par la taille et l'entraîna vers la porte arrière, celle qui menait vers le marécage profond où personne n'oserait les suivre de nuit. Ils coururent à travers les ajoncs et les fougères, les poumons brûlants, alors que derrière eux, le refuge de Julien devenait un immense brasier. Cachés dans le creux d'un vieux chêne foudroyé, ils regardèrent les flammes dévorer le seul abri qu'ils possédaient. Éléonore pleurait, non pas sur le bois qui brûlait, mais sur le dernier lien physique qu'elle avait avec son mari. Cependant, en serrant la malle contre elle, elle sentit une forme inhabituelle dans la doublure. Elle l'arracha dans un geste de pur instinct. C'était une lettre cachée séparément des autres, scellée à la cire rouge avec le sceau personnel de Julien. À la lueur lointaine de l'incendie, elle parvint à lire les premiers mots. Son visage se décomposa. Ce n'était pas une lettre d'amour, c'était une confession. Julien savait qu'il allait mourir. Il y expliquait qu'il avait découvert que sa mère n'agissait pas seule. Le notaire Lefebvre et le commissaire de la ville étaient ses complices. Mais le plus terrible était la fin de la lettre. « Éléonore, si tu lis ceci, sache que le naufrage de mon navire a été orchestré. Ils ont payé un homme d'équipage pour saboter les cales. Ma mère préfère un fils mort qu'un fils qui la dénonce. » Le silence qui suivit fut plus lourd que le vacarme du feu. Julien n'était pas mort par accident. Il avait été assassiné par sa propre mère. L'horreur de cette révélation changea quelque chose de fondamental en Éléonore. La tristesse se mua en une résolution d'acier. Elle n'était plus en fuite, elle était en guerre. « Bastien, » dit-elle en se levant, ses vêtements souillés de boue et de cendre, mais son port de tête plus altier que jamais. « Nous ne nous cacherons plus, ils pensent m'avoir tout pris. Mais ils m'ont donné la seule chose qui me manquait, la certitude que je n'ai plus rien à perdre. »
Bastien la regarda, impressionné par la métamorphose de cette femme qu'il avait trouvée mourante quelques jours plus tôt. « Que voulez-vous faire » demanda-t-il. « Geneviève prépare une grande fête pour l'inauguration de son nouvel hospice à Bordeaux dans 3 jours. Elle veut se racheter une conscience devant toute la haute société. Elle veut montrer qu'elle est la protectrice des pauvres. » Éléonore caressa la broche en forme de chardon sur son manteau. « Nous allons y aller, mais nous n'irons pas seuls. Vous avez dit que les familles ruinées nous considéraient comme des ennemis. Eh bien, montrons-leur que nous avons le même bourreau. » Le lendemain, ils commencèrent leur périple à travers la lande profonde. Ils n'allèrent pas vers les notables, mais vers les cabanes de résignés, vers les fermes délabrées où des mères n'avaient plus de quoi nourrir leurs enfants à cause des saisies de la banque Valmont. Au début, l'accueil fut hostile. On leur cracha dessus, on les menaça. Mais quand Éléonore ouvrait les registres et lisait les noms, les dates, les sommes exactes qui leur avaient été volées, les visages changeaient. Quand elle racontait comment Julien avait voulu les défendre et comment il l'avait payé de sa vie, la colère commençait à remplacer la résignation. Bastien, lui, retrouvait sa voix de médecin et de meneur d'hommes. Il soignait un enfant ici, une vieille femme là parlant de dignité et de justice. Lentement, une armée d'ombre commença à se former. Des hommes et des femmes qui n'avaient plus rien que leur haine pour les Valmont. Ils comprirent que la petite veuve en noir n'était pas leur ennemie, mais leur porte-voix. Cependant, Geneviève n'était pas restée inactive. Ayant appris que le corps d'Éléonore n'avait pas été retrouvé dans les cendres du chalet, elle avait mis la tête de Bastien à prix, l'accusant d'enlèvement et de séquestration, sur la personne de la baronne. Des affiches étaient placardées partout. La police patrouillait sur les routes principales. Éléonore et son groupe devaient se déplacer à travers les marais, utilisant des sentiers que seuls les anciens connaissaient. La tension montait à chaque heure qui passait. Le délai approchait. L'inauguration de l'hospice devait être le triomphe final de Geneviève, le moment où elle cimenterait sa position de sainte de la charité bordelaise, rendant toute accusation future contre elle inaudible. Pour Éléonore, c'était la seule fenêtre de tir. Si elle échouait à humilier Geneviève publiquement, elle serait traquée et tuée dans l'ombre des pins, et la vérité mourrait avec elle. Le dernier soir, campé près d'une rivière sombre, Bastien s'approcha d'Éléonore. « Vous savez qu'il est fort probable que nous n'en sortions pas vivants. Le commissaire sera là-bas. Ses hommes seront armés. » Éléonore regarda le reflet de la lune sur l'eau noire. « Je suis déjà morte le jour où ils ont fermé cette grille derrière moi, Bastien. Tout ce qui reste de moi aujourd'hui, c'est cette vérité. Et si elle doit éclater au prix de mon sang, alors soit. » Bastien prit sa main. Dans ce geste, il n'y avait plus de différence de classe, plus de passé. Seulement 2 âmes liées par un destin tragique. Je serai à vos côtés jusqu'au bout, Éléonore, pas comme votre médecin ni comme votre serviteur, comme un homme qui a enfin trouvé une raison de rester sobre. Alors qu'ils se préparaient pour l'ultime confrontation, un événement inattendu vint encore bousculer leurs plans. Un jeune garçon, envoyé par un contact de Bastien à la capitainerie de Bordeaux, arriva essoufflé au campement. Il portait une nouvelle qui fit vaciller Éléonore. L'homme d'équipage payé pour saboter le navire de Julien n'avait pas disparu. Rongé par les remords et mourant de la phtisie, il cherchait à se confesser avant de rendre l'âme. Il était caché dans les bas-fonds de Bordeaux. C'était la pièce manquante, le témoignage vivant du meurtre. Mais le temps pressait. Il devait atteindre Bordeaux avant que l'homme ne meure et avant que la cérémonie ne commence. La course contre la montre s'engageait, une course à travers la boue et les larmes, vers une ville qui les attendait avec ses lumières, ses mensonges et ses échafaudages de faux semblants. Éléonore de Valmont serra la clé de bronze dans sa poche. Elle n'ouvrait plus une porte de bois, mais les portes du destin. Elle se tourna vers la forêt obscure et murmura « Attends-moi, Geneviève, la veuve arrive et elle n'est plus seule. » Le soleil se levait sur Bordeaux en ce matin de novembre, mais sa lumière semblait incapable de percer l'épais brouillard qui stagnait sur les quais de la Garonne. Dans le quartier chic des Chartrons, l'agitation était à son comble. Des calèches rutilantes, tirées par des chevaux aux harnais de cuivre poli, déposaient le gratin de la haute société devant les portes d'un imposant bâtiment de pierre de taille. C'était le jour de gloire de Madame Geneviève de Valmont. L'inauguration de l'Hospice de la Providence, un établissement qu'elle présentait comme le joyau de sa charité chrétienne, financé, disait-elle, par la sueur et le dévouement de sa lignée.
À l'intérieur, les lustres de cristal jetaient des milliers d'éclats sur les robes de soie et les hauts de forme. Geneviève, vêtue d'une robe de velours pourpre qui soulignait sa silhouette impérieuse, trônait au centre de la réception. Elle souriait, recevant les hommages du préfet, de l'évêque et des riches armateurs. Personne ne se doutait que sous ce vernis de respectabilité se cachait un empire bâti sur le vol, la spoliation et le sang. Elle pensait avoir gagné. Éléonore n'était plus qu'un souvenir lointain, une ombre sans doute déjà dévorée par les loups ou les sables mouvants des landes. Soudain, le brouhaha des conversations mondaines fut interrompu par un bruit sourd venant de l'entrée. Les lourdes portes de chêne s'ouvrirent avec une lenteur calculée. Le silence se propagea dans la salle comme une onde de choc. Ce n'était pas un invité attendu, c'était une apparition. Éléonore de Valmont s'avançait sur le tapis rouge. Elle ne portait plus ses dentelles de baronne, mais sa robe de deuil, bien que propre, portait les stigmates de son voyage. Quelques accrocs, une teinte de poussière des Landes. Mais son visage était transfiguré. Elle ne baissait plus les yeux. Elle portait ses habits de deuil comme une armure de combat. À sa suite, une vision plus inhabituelle encore fit reculer les invités. Le docteur Bastien Morel, les épaules larges et le regard clair, marchait à ses côtés, portant sous le bras une petite malle en cuir que Geneviève reconnut immédiatement. Et derrière eux, une dizaine d'hommes et de femmes aux mains calleuses, au visage creusé par la faim, les métayers ruinés des Landes, s'engouffrèrent dans le temple de l'hypocrisie. « Madame de Valmont, que signifie cette intrusion ?» tonna le préfet, cherchant à protéger la mécène. Geneviève, blême mais gardant sa contenance, fit un pas en avant. « Éléonore, ma pauvre enfant, la douleur vous a égaré. Messieurs, veuillez raccompagner cette femme. Elle a besoin de soins. »« Les seuls soins dont j'ai besoin aujourd'hui, Geneviève, c'est la vérité, » répondit Éléonore, sa voix résonnant avec une puissance qui pétrifia l'assemblée. Elle s'avança jusqu'à l'estrade, où Geneviève s'apprêtait à prononcer son discours. « Vous parlez de providence, vous parlez de charité, mais ce bâtiment a été payé avec l'argent des familles que vous avez détruites, avec les terres que vous avez volées en manipulant les contrats et en corrompant la justice. » Un murmure d'indignation parcourut la foule. Le notaire Lefebvre, qui se tenait dans un coin, chercha une issue de secours, mais deux des paysans lui barrèrent la route. Bastien Morel s'avança alors et posa la malle sur le pupitre de l'orateur. Il l'ouvrit avec une solennité glaciale. « Voici les registres de Julien de Valmont, » annonça Bastien. Julien, qui a passé les dernières années de sa vie à documenter les crimes de sa propre mère pour tenter de réparer l'irréparable. Vous y trouverez les preuves de chaque saisie illégale, de chaque signature extorquée. Il sortit ensuite un papier jauni par le temps. Mais surtout, voici la confession signée de l'homme qui a saboté le navire de Julien. Un homme que j'ai soigné hier soir dans les bas-fonds de cette ville avant qu'il ne rende l'âme. Il n'a pas seulement avoué le crime, il a nommé celle qui l'a payé. Le regard de Bastien se fixa sur Geneviève. Vous n'avez pas seulement ruiné des innocents, madame, vous avez fait tuer votre propre fils parce qu'il était devenu votre juge. L'accusation tomba comme un couperet. Le silence qui suivit fut absolu, interrompu seulement par le cliquetis des perles de Geneviève contre son corsage, alors que sa respiration devenait erratique. Elle tenta un dernier rire de mépris. Des calomnies, des mensonges inventés par une veuve hystérique et un médecin ivrogne. « Monsieur le préfet, faites-les arrêter immédiatement. » Mais le préfet ne bougea pas. Ses yeux étaient fixés sur le notaire Lefebvre. Ce dernier, pris de panique, sentant que le navire sombrait, s'effondra à genoux. « C'est vrai, » hurla-t-il, les larmes coulant sur ses joues grasses. « Elle m'a forcé. Elle menaçait de me ruiner si je n'obéissais pas. Elle a tout orchestré depuis les fausses dettes de Julien jusqu'à l'expulsion d'Éléonore. » Le château de cartes de Geneviève s'écroula en quelques secondes. Les invités, qui quelques minutes plus tôt cherchèrent ses faveurs, s'écartèrent d'elle, comme si elle était porteuse de la peste. Geneviève regarda autour d'elle, cherchant un appui, un regard ami, mais elle ne trouva que le mépris et l'horreur. Elle se tourna vers Éléonore, ses yeux injectés de sang, une haine pure déformant ses traits autrefois si distingués. « Tu crois avoir gagné ?» siffla-t-elle. « Tu n'es rien, une petite bourgeoise sans nom qui va retourner à sa boue. »« Je retourne peut-être à la terre, Geneviève, » répondit calmement Éléonore, « mais j'y retourne la tête haute. Vous ne resterez dans l'histoire que comme la femme qui a trahi son sang pour de l'or. La justice des hommes va s'occuper de vous,
Mais la justice de votre conscience, elle, a déjà commencé son œuvre. » L'évêque se signa, et le préfet fit signe aux gendarmes présents. Geneviève de Valmont fut emmenée, ses mains gantées désormais prisonnières de menottes d'acier. Le scandale fut le plus retentissant de la décennie. L'empire des Valmont fut démantelé pièce par pièce. Les terres furent restituées à ceux qui les travaillaient, les dettes injustes furent annulées par décision de justice, sous la pression d'une opinion publique révoltée par les révélations de la presse. Mais qu'est-il devenu d'Éléonore? C'est ici que la véritable beauté de son destin s'est révélée. Elle ne chercha pas à reprendre sa place dans les salons dorés de Bordeaux. Elle ne retourna pas vivre au château de Valmont, dont les murs étaient trop imprégnés de mensonges. Elle le fit transformer en une école et un centre de soins pour les enfants de la lande, financé par ce qui restait de la fortune de Julien, une fois les victimes indemnisées. Éléonore retourna vivre au chalet, mais ce n'était plus la bâtisse sinistre et oubliée qu'elle avait découverte sous la pluie. Avec l'aide de Bastien et des paysans qu'elle avait sauvés, le chalet fut restauré. On y ajouta de larges fenêtres pour laisser entrer la lumière, et le lierre fut taillé pour laisser place à un jardin de fleurs sauvages. Le refuge de chasse devint une demeure de paix. Bastien Morel ne retouche plus jamais à une bouteille d'eau-de-vie. Il reprit ses études de médecine, se spécialisant dans les maladies qui frappèrent les ouvriers et les paysans. Il devint le médecin de la région, respecté et aimé, non plus comme une légende déchue, mais comme un homme de bien. Lui et Éléonore ne se marièrent jamais officiellement. Éléonore tenait trop à sa liberté durement acquise, mais ils passèrent le reste de leur vie ensemble, liés par une amitié et une tendresse que les épreuves avaient rendues indestructibles. La scène finale de cette histoire se déroule un soir d'été, quelques années plus tard. Éléonore marche dans la pinède, la brise portant l'odeur chaude de la résine. Elle s'arrête devant le chêne où elle s'était cachée la nuit de l'incendie. Sur son revers, la petite broche en forme de chardon brille sous les derniers rayons du soleil. Elle n'est plus la veuve de Julien, elle n'est plus la paria des Valmont. Elle est Éléonore, la femme qui a fait fleurir l'espoir dans un désert d'injustice. Le vent souffle doucement dans les pins comme un soupir de soulagement. La vérité a été son arme, et l'abandon, sa plus grande force. Elle regarde vers l'horizon, là où le ciel et la terre se rejoignent dans une lueur dorée, et elle sourit. Elle a compris que le mépris de classe peut isoler une personne, mais il ne peut jamais éteindre la lumière d'une vérité qui refuse de mourir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le destin d'Éléonore a résonné en vous. Son courage nous rappelle que même lorsque tout semble perdu, même lorsque ceux qui devraient nous protéger nous trahissent, il reste toujours une clé, un symbole, une vérité à découvrir. Ne laissez jamais personne vous dire que vous ne valez rien. Votre dignité est un trésor que personne ne peut vous voler, sauf si vous y consentez. Merci de nous avoir accompagnés dans cette épopée au cœur des Landes de 1885. Si cette histoire de rédemption et de justice vous a plu, donnez-lui une note de 0 à 10 dans les commentaires. Votre avis nous aide à grandir et à continuer de vous raconter des récits qui touchent l'âme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines aventures et de cliquer sur la petite cloche.